Le podcast Industrie Québec, là où l'industrie d'ici a sa voix. Du secteur manufacturier à la tech, écoute, apprends et abonne-toi. S'est-on déjà demandé comment un simple produit forestier, juste une sève d'arbre récoltée pendant quelques semaines au printemps, est devenu une industrie mondiale valant des centaines de millions de dollars? Ouais, une industrie gérée avec la précision quasi mathématique d'un véritable cartel pétrolier. C'est exactement ça. Il faut vraiment là, mettre de côté l'image d'Épinal, la petite chaudière en tôle accrochée à un érable avec la goutte qui tombe au ralenti. Ouais, on est loin de là. Absolument. Aujourd'hui, quand on analyse l'or blond, on parle d'un immense réseau technologique de tuyauterie par gravité ou par pompage sous vide. Juste pour donner une idée de l'ampleur de la machine, on compte 54 millions d'entailles exploitées seulement au Québec en 2024. C'est une transformation industrielle majeure. Fait que le passage d'une tradition artisanale de printemps à une puissance agroalimentaire hautement structurée, ben ça change complètement la donne. La sériculture moderne, c'est de l'ingénierie forestière, de la biochimie puis de la macroéconomie appliquée. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans notre exploration d'aujourd'hui. L'objectif de cette plongée en profondeur, c'est vraiment de comprendre l'écosystème complet de cette industrie tentaculaire. Tout à fait. On va examiner comment elle fonctionne au quotidien, comment elle garantit la qualité à l'échelle mondiale, puis surtout, et c'est le gros morceau, comment elle se prépare à une menace existentielle majeure. Le climat. Exactement. Pour construire cette analyse, on s'appuie sur un croisement de données très récentes. On a le portrait statistique 2024 du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAQ. Très exhaustif. Oui. On a aussi les rapports du Conseil de l'industrie de l'érable et les mécanismes internes des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Les PPOC. C'est ça. Mais le véritable point d'ancrage de notre discussion, c'est une toute nouvelle étude de l'Université Laval. Ouais, mais parue tout récemment, en octobre 2025. Absolument. Une étude qui modélise l'impact des changements climatiques sur ce secteur-là. Et cette étude-là, elle arrive à un moment super critique. Parce qu'avant de parler de la météo des prochaines décennies, il faut bien saisir ce qui est en jeu économiquement aujourd'hui. Tu sais, les chiffres de l'année dernière illustrent un niveau de domination de marché assez rare. Le Québec, à lui seul, produit 73 % de toute la production mondiale de sirop d'érable. C'est un chiffre qui donne le vertige quand on y pense. 73 %, on parle d'un volume de 239 millions de livres de sirop juste pour l'année 2024. C'est massif. Ça génère des recettes de 750 millions de dollars. Et la machine à exportation roule vraiment en plein régime. Ah ben oui, sur ces recettes-là, il y a 704,8 millions qui proviennent directement de l'exportation. C'est fou. Le sirop voyage partout. Évidemment, il y a 605 % du volume qui traverse la frontière vers les États-Unis, mais le reste part vers des marchés super diversifiés. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Japon, puis même jusqu'en Australie. Mais tu sais, ce niveau d'exportation-là, ça s'est pas bâti par accident. Le véritable tour de force de l'industrie québécoise, c'est vraiment son organisation collective. Le fameux système. Exactement. Depuis 1998, le secteur évolue sous ce qu'on appelle un plan conjoint. OK. Décortiquons ça un peu pour voir ce que ça implique concrètement. Bien, concrètement, ça signifie que tout le sirop vendu en vrac par les producteurs doit obligatoirement transiter par un canal centralisé. C'est l'agence de vente des PPAQ. C'est là que l'analogie avec un cartel prend tout son sens. Les prix sont négociés et fixés collectivement. C'est en plein ça. Et comme le Québec contrôle 73 % de l'offre mondiale, ben ces prix fixés ici servent de barème de facto pour les autres provinces canadiennes. Puis même pour les 13 États américains qui produisent du sirop. Ouais. C'est un modèle de mise en marché qui élimine la concurrence féroce entre les producteurs locaux pour plutôt imposer une stabilité sur le marché international. Une vraie force de frappe. Absolument. Et il faut aussi regarder où cette richesse-là est générée. C'est pas réparti uniformément sur le territoire du tout. Non, il y a des bastions très clairs. La région de Chaudière-Appalaches, c'est le véritable cœur névralgique du système. Ça regroupe à elle seule 47 % des exploitations acéricoles. Presque la moitié. Ensuite, on retrouve l'Estrie avec 13 % et le centre du Québec avec 12 %.
Cette concentration géographique est fascinante, mais il y a aussi une évolution très marquée du côté du produit lui-même. Le profil de goût et la demande, oui. C'est ça, le profil du consommateur a changé. De nos jours, on le voit bien, les gens cherchent des produits naturels, non transformés. L'érable coche toutes les cases. Surtout chez les athlètes. Oui, on remarque un engouement très fort dans le milieu sportif. Le sirop d'érable, c'est plus juste pour mettre sur des crêpes le dimanche matin. Ça contient des antioxydants, ça offre un excellent apport en minéraux, puis surtout, c'est métabolisé très rapidement par l'organisme. Ce qui explique son adoption comme alternative directe aux gels énergétiques synthétiques. Chez les marathoniens ou les cyclistes, c'est très populaire. Exactement. Mais pour pénétrer ces marchés spécifiques-là, comme la nutrition sportive ou l'exportation haut de gamme, l'industrie a dû instaurer une standardisation vraiment impitoyable. Parce que le consommateur en Allemagne ou au Japon, il doit savoir exactement ce qu'il achète, baril après baril, année après année. Voilà. D'où le système de classement officiel qui est appliqué de façon super systématique. Oui, il y a 4 grandes classes de sirop. Et ça évolue naturellement tout au long de la saison des sucres. On commence avec le doré au goût délicat en début de saison. Le fameux sirop clair. C'est ça. Ensuite, on passe à l'ambré au goût riche, suivi du foncé au goût robuste, et on termine en fin de saison avec le très foncé au goût prononcé. Et chaque baril produit au Québec est rigoureusement inspecté. Il est goûté et classé par des spécialistes indépendants. Ceux d'Acer Division Inspection. Exactement. Mais le contrôle de la couleur et de la transmission de la lumière, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Le niveau de surveillance s'intensifie considérablement quand on entre dans les certifications spécifiques. Les niches de marché? Oui. Si on prend l'exemple du sirop biologique, les normes sont extrêmement poussées. Aujourd'hui, plus de 50% du sirop québécois est certifié biologique. C'est énorme. Ça implique environ 1627 entreprises. Et la norme biologique canadienne en acériculture, ça ne se limite pas pantoute à juste interdire les pesticides. Non, ça va beaucoup plus loin. En lisant les documents, je suis tombée de ma chaise. Ça réglemente l'aménagement complet de l'érablière, le maintien d'une diversité végétale minimale en forêt pour être sûr de ne pas avoir une monoculture d'érable. Le contrôle écologique des ravageurs aussi. Oui, la méthode précise pour entailler l'arbre sans le blesser à long terme, ça va jusqu'au nettoyage des équipements. Et si on regarde la certification cachère, le cahier des charges est encore plus inattendu. Ça, c'est fascinant. Pour qu'un lot de sirop respecte les lois alimentaires juives, les inspecteurs vont examiner chaque intrant. Ils vérifient la composition chimique exacte du savon utilisé pour laver la tuyauterie et les bassins. Le savon? Oui. Ils scrutent même les additifs anti-mousse. C'est quoi ça, des additifs anti-mousse? C'est souvent juste une petite goutte d'huile végétale qu'on ajoute dans l'évaporateur quand la sève bout à gros bouillon pour empêcher que ça déborde. Les inspecteurs doivent s'assurer qu'aucun dérivé animal n'entre en contact avec ce processus-là. C'est un niveau de traçabilité qui s'apparente presque à l'industrie pharmaceutique au bout de la ligne. Presque, ouais. Et l'innovation ne s'arrête pas au sirop bouilli. Il y a tout un marché dérivé qui a nécessité la création d'une certification sur mesure en 2013, et c'est le marché de l'eau d'érable. Une belle innovation. C'est la certification NAPSI. Ça veut dire naturel, authentique, pur, stérile et intégral. C'est que l'eau d'érable, c'est un défi logistique énorme. C'est un produit vivant, très délicat, qui tourne et fermente extrêmement vite à température pièce. C'est pas juste de l'eau aromatisée, là. Non, pas du tout. La certification NAPSI a été mise en place par les producteurs pour garantir que, de la récolte en forêt jusqu'à l'embouteillage, l'eau conserve sa translucidité parfaite et sa fraîcheur. Tout en subissant un processus de stérilisation. Exact, un processus qui détruit les bactéries sans altérer le profil de goût. C'est une façon de sécuriser une toute nouvelle chaîne de valeur. Toute cette infrastructure de qualité et d'exportation est vraiment impressionnante. Mais la réalité, c'est que cette belle mécanique dépend d'un seul facteur de production sur lequel l'industrie a absolument aucun contrôle. La météo printanière. Mère Nature décide du volume annuel. Point final. Et pour contrer cette volatilité-là, le Québec a mis sur pied une infrastructure unique au monde, la fameuse Réserve stratégique mondiale de sirop d'érable. Le concept d'une réserve stratégique centralisée pour un produit agroalimentaire périssable, c'est un mécanisme macroéconomique très rare. C'est clair. C'est littéralement l'application de l'actuariat à l'agriculture forestière. Et visuellement, les chiffres sont colossaux. On parle de 3 entrepôts géants. Ils sont situés à Loriville, Plaisiville et Saint-Antoine-de-Tilly. Des monstres d'infrastructure. À eux 3, ces sites-là ont une capacité d'entreposage de 133 millions de livres de sirop. On parle de 218 000 barils empilés.
C'est difficile à imager. Bien, pour donner une image concrète du volume, c'est l'équivalent de 53 piscines olympiques remplies à ras-bord de sirop d'érable. 53 piscines. Oui. La valeur totale de ces stocks est estimée à environ 400 millions de dollars. Et le site de Laurierville, c'est pas qu'un simple garage. Ça fait la taille de 5 terrains de football, puis ça gère aussi la pasteurisation industrielle des surplus pour empêcher toute dégradation à long terme. Le fonctionnement de cette réserve-là mérite vraiment qu'on s'y attarde. C'est le cœur du système de stabilisation. L'offre de sève est dictée par les cycles de gel et de dégel. Une année exceptionnelle, la nature va donner beaucoup trop de sève par rapport à la demande mondiale. C'est là que ça devient dangereux pour les prix. Exactement. Sans la réserve, les prix s'effondreraient, ce qui ruinerait les producteurs. À l'inverse, une année catastrophique créerait des ruptures de stock mondiales. Ce qui ferait exploser les prix au détail. Voilà. Et ça ferait fuir les consommateurs vers des sirops de table artificiels, les sirops de poteau, comme on dit. Donc, la réserve absorbe littéralement les chocs de l'offre, elle achète et stocke les millions de livres en surplus lors des printemps abondants, et elle déverrouille ses barils pour fournir les acheteurs internationaux quand les récoltes sont mauvaises. C'est une assurance tout risque. Ça garantit au consommateur que son produit est toujours disponible à l'épicerie à un prix stable, et ce qui est fascinant, c'est que tout ce système de stockage massif est financé à 100% par les producteurs eux-mêmes via leurs cotisations. C'est là qu'entre en jeu la notion de gestion des risques actuariels dont on parlait. Le niveau idéal de cette réserve est calculé annuellement selon des modèles prédictifs. Comment ils font ça? La Fédération doit se demander quelle est la probabilité statistique d'avoir, disons, 3 mauvaises années de suite. Ce calcul dicte le volume à maintenir en stock en tout temps. C'est super précis. Et ce système régule aussi l'accès à la profession. Si l'inventaire de la réserve baisse dangereusement, l'organisation émet de nouveaux contingents. Des quotas? C'est ça. Elle accorde des quotas supplémentaires pour permettre de nouvelles entailles en forêt. Mais ça veut aussi dire que c'est un milieu assez difficile à pénétrer. Un jeune agriculteur ne peut pas simplement acheter une forêt et commencer à vendre du sirop en vrac du jour au lendemain. Il doit absolument obtenir ce fameux quota. C'est le prix à payer pour maintenir l'équilibre du système global. Et si la réserve déborde structurellement? Dans ce cas-là, plutôt que de couper les prix, on déploie des incitatifs commerciaux majeurs pour ouvrir de nouveaux marchés internationaux, en Asie ou en Europe par exemple, afin d'écouler les stocks. Cette architecture macroéconomique est extrêmement efficace pour lisser les caprices annuels de la météo. Très efficace. Le problème, c'est qu'elle a été conçue pour gérer des variations saisonnières autour d'une norme climatique stable. Et on le sait, cette norme-là n'existe plus vraiment. C'est là qu'on arrive à l'étude d'octobre 2025 de l'Université Laval, menée par les chercheurs Daniel Zakité et Lota Tamini. Cette étude nous indique que la norme stable est en train de disparaître. On fait face à une transformation profonde du climat. C'est le fameux nuage noir à l'horizon. Et l'étude aborde ce défi environnemental avec une méthode très précise qu'on appelle l'approche ricardienne. C'est un terme un peu pointu. C'est fondamental de comprendre comment ça fonctionne pour saisir la validité des prévisions qu'ils font. Absolument. L'approche ricardienne, c'est pas une simple corrélation basique entre la hausse des températures puis la baisse de la sève. C'est un modèle économétrique très avancé. OK. Son grand avantage, c'est qu'il prend implicitement en compte la capacité d'adaptation des producteurs. Le modèle reconnaît que face à un climat qui change, un acériculteur ne va pas juste rester les bras croisés en gardant ses arbres. Il va réagir. Oui. Ils vont investir dans de nouvelles technologies, modifier ses dates d'entaillage, ajuster sa gestion forestière. Donc, les résultats de l'étude incluent déjà l'atténuation que ces adaptations leur vont apporter. C'est qui rend les conclusions encore plus frappantes, franchement, parce que l'étude isole les variables météorologiques qui dictent la production. La montée de la sève, on s'entend, c'est de la physique pure et dure. La pression. L'arbre a besoin d'une pression interne générée par une alternance très nette de gel la nuit et de dégel le jour. Les chercheurs ont quantifié ce besoin avec une précision chirurgicale. C'est fascinant, cette partie-là. Ils disent que chaque jour supplémentaire de ce cycle de gel-dégel pendant le mois crucial de mars ajoute 1,4 % de rendement par entaille. Mais l'inverse est aussi vrai. Et c'est là que les modèles climatiques deviennent inquiétants. Si on enregistre des températures trop élevées en plein mois de janvier, l'étude montre que le rendement chute de 1,3 % par degré de chaleur supplémentaire. Donc, le chaud en hiver est directement punitif. Directement.
Et il y a aussi un impact critique lié au degré jour de croissance. Faisons une pause là-dessus, car le terme est assez technique. Concrètement, un degré jour de croissance en plein hiver, ça ressemble à quoi dans la forêt? Il faut s'imaginer un redout important qui s'étire pendant plusieurs jours à la fin janvier ou début février. La température monte suffisamment pour que la physiologie de l'arbre s'active. L'érable pense carrément que le printemps est arrivé. Il se réveille. Il se réveille et il commence à utiliser ses réserves de sucre pour préparer ses bourgeons. C'est soit un degré jour de croissance hâtif. Et c'est mauvais signe. Très mauvais. Une fois que ce processus de bourgeonnement est enclenché, la qualité de la sève change drastiquement. Elle devient sèveuse et la saison de récolte est fondamentalement compromise, voire complètement terminée. C'est irréversible. Irréversible pour la saison 1. L'étude chiffre d'ailleurs la pénalité liée à ce phénomène précis à une baisse de rendement de moins 1,8 %. Le sirop d'érable a impérativement besoin de la rigueur et du froid de l'hiver québécois pour figer l'arbre dans sa dormance. Et malheureusement, le froid s'effrite. Les chercheurs ont croisé ces données physiologiques avec les projections du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Le fameux GIEC. les modèles climatiques globaux. Oui, ils ont regardé différents scénarios. À court terme, disons entre 2021 et 2040, les effets sur le rendement à l'échelle provinciale restent gérables. C'est modéré. On peut s'adapter. Mais la vraie bascule se produit à long terme. Si on regarde l'horizon 2071-2100, sous un scénario pessimiste d'émissions de gaz à effet de serre, un scénario qu'on appelle SSP 3-7.0, on prévoit une baisse moyenne des rendements provinciaux de 6,68 %. Une baisse de près de 7 % sur une production de centaines de millions de livres, c'est un volume d'exportation colossal qui s'évapore complètement. C'est massif. Mais le cœur de l'étude, c'est la traduction de cette baisse de volume-là en un véritable choc financier pour les fermes. La rentabilité. Exactement. Avec moins de sève par arbre, les coûts fixes de la tuyauterie, de l'équipement de pompage et des infrastructures, ils restent les mêmes. Faut payer les pompes pareil. Résultat, le coût de production par kilo de sirop va exploser. On anticipe des hausses de coûts allant de 5,5 % jusqu'à 20,9 % par kilo selon les régions. C'est une marge énorme. Et pendant que les coûts montent en flèche comme ça, les revenus par entaille vont chuter, avec des baisses estimées entre 5,7 % et 12,7 %. L'effet ciseau. Complètement. Mathématiquement, quand on regarde une hausse des coûts de production de 20 % combinée à une chute des revenus de presque 13 %, on est en droit de se demander comment une ferme moyenne peut absorber un tel choc sans faillite. Surtout dans une région plus au sud. Oui, comment la pérennité de ces entreprises peut être assurée? C'est la question centrale de l'analyse. Et les données montrent que le choc ne sera pas encaissé de la même manière partout. Il y a une très forte hétérogénéité régionale au Québec. Ça varie beaucoup d'un code postal à l'autre. L'étude met en lumière que des régions un peu plus au nord ou à l'est, comme le centre du Québec, la région de Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent, elles affichent déjà des stratégies d'adaptation très claires. Elles sont proactives. Oui. Leurs mesures à court terme et à long terme sont distinctes, elles sont planifiées et elles sont déjà en cours de déploiement. Ils semblent structurellement beaucoup mieux préparés pour faire face au resserrement des marges bénéficiaires. D'un autre côté, l'analyse des données pour l'Estrie, qui est géographiquement plus au sud, c'est différent. Ça montre que les mesures d'adaptation de court et de long terme ont tendance à se chevaucher ou à se confondre un peu. Ce qui est risqué? Très. Ça suggère une vulnérabilité opérationnelle beaucoup plus grande face à des hivers plus chauds. Mais concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi, cette adaptation-là? Comment une ferme se bat contre le réchauffement? Il y a des tactiques immédiates, comme la coulée précoce. Les producteurs attendent plus la mi-mars de façon traditionnelle. Ils entaillent les arbres beaucoup plus tôt en hiver pour être prêts à capter les fenêtres de gel-dégel. Parce qu'elles surviennent de plus en plus tôt de manière erratique. C'est ça. Faut être prêt. Ensuite, il y a des efforts structurels massifs. L'industrie a mis en place l'initiative Agri-Climat, pilotée par le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec. On en est où avec ça? L'initiative en est actuellement à sa phase 3. Après avoir sensibilisé les producteurs et conçu des plans d'action régionaux très spécifiques, on est aujourd'hui dans l'implémentation concrète de ces stratégies-là sur le terrain. Et il faut aller bien au-delà de la simple gestion de crise. C'est intéressant, l'étude mentionne ce qui se fait juste de l'autre côté de la frontière provinciale, en Ontario. Ils sont actifs aussi. Sous l'égide du Partenariat canadien pour l'agriculture durable, l'Ontario a lancé une initiative d'amélioration de la production acéricole. Le but, c'est de financer directement l'adoption de technologies de pointe pour maximiser chaque goutte de sève pendant des fenêtres de coulée qui raccourcissent. C'est exactement la recommandation phare des chercheurs de l'Université Laval pour le Québec.
Ils avertissent qu'il ne faut surtout pas se reposer uniquement sur des filets de sécurité financière à court terme. Comme les programmes d'assurance récolte? Oui, qui font juste compenser les pertes d'une mauvaise année. Pour survivre à la transformation durable du climat, le Québec doit vraiment accélérer l'adoption de technologies d'extraction et de concentration avancées. On parle de quoi ici? On parle de systèmes de pompage sous vide, munis de capteurs intelligents, ou encore de membranes d'osmose inverse à très haute performance. Ça réduit dramatiquement le temps et l'énergie nécessaires au bouillage de la sève. Faut vraiment extraire le maximum d'efficacité de l'arbre au moment précis où la météo le permet. Il n'y a plus de marge d'erreur. Zéro marge. Bon, si on récapitule notre exploration d'aujourd'hui, le portrait qui émerge est fascinant. La sériculture a laissé loin derrière elle l'ère de l'artisanat folklorique. C'est une vraie multinationale forestière. Absolument. On a vu un réseau d'infrastructures de plusieurs millions d'entailles, régulé par un système de quotas et d'inspection digne de l'industrie pharmaceutique, avec des normes biologiques et cachères ultra pointues. Un produit de luxe bien contrôlé. Et on a analysé la gestion d'une réserve stratégique qui équilibre le marché mondial grâce à 133 millions de livres de sirop stockés. Et finalement, on a plongé dans les modélisations complexes d'une industrie qui s'arme avec la science et la technologie pour survivre au bouleversement climatique. C'est une industrie en pleine mutation. Elle démontre une résilience vraiment impressionnante. Mais avant de terminer, il y a une dernière observation tirée des analyses de l'étude de l'Université Laval qui offre une perspective géopolitique assez inattendue. Ah oui, cette note-là à la fin? On a longuement discuté des baisses de rendement prévues pour le Québec et de la pression économique que ça va engendrer. Or, l'étude nous rappelle que les États-Unis demeurent le principal concurrent du Québec sur l'échiquier mondial. Et leurs propres modélisations climatiques sont beaucoup plus sombres. Beaucoup. C'est un point aveugle qu'on oublie souvent. Les érablières américaines, que ce soit au Vermont, dans l'État de New York ou dans le Maine, sont situées nettement plus au sud que celles du Québec. Exactement. Et en conséquence, les prévisions indiquent qu'ils feront face à des scénarios climatiques beaucoup plus catastrophiques à long terme. Ils vont perdre leurs hivers. On anticipe pour eux des chutes de rendement drastiques et une fréquence beaucoup plus élevée d'années de très mauvaise production sur la quasi-totalité de leur territoire acéricole. Parce que leurs fenêtres de gel-dégel vont tout simplement disparaître bien avant celles du Québec. C'est ça. C'est le paradoxe économique de toute cette crise-là. C'est fou quand on y pense. On peut logiquement en déduire que les changements climatiques, même s'ils vont forcer les acériculteurs d'ici à investir massivement et à surmonter une pression financière importante, pourraient finalement solidifier, voire même accroître le quasi-monopole mondial du Québec sur le sirop d'érable. La concurrence américaine risque de s'effondrer structurellement face à la hausse des températures bien avant que les érablières du Bas-Saint-Laurent ou de Chaudière-Appalaches ne cessent de couler. C'est une dynamique de marché fascinante et une réflexion assez douce amère à garder en tête pour quiconque savoura un produit naturel issu de la réserve stratégique mondiale lors de son prochain petit déjeuner. Le podcast Industrie Québec, là où l'industrie d'ici a sa voix. Du secteur manufacturier à la tech, écoute, apprends et abonne-toi.